D'abord, il y a un diagnostic, et vous voyez qu'on n'est pas sur le champ de la formation à titre principal, mais sur le champ de l'emploi. Cette réforme-là, elle a pour objectif de favoriser l'emploi, et donc elle priorise l'accès à l'emploi, et c'est la raison pour laquelle on oriente la très grande majorité des financements vers la formation des jeunes en alternance et la formation des demandeurs d'emploi. Alors vous en conclurez que du coup, il y a un peu moins d'argent pour la formation des salariés d'entreprise, ce qui n'est pas tout à fait faux sur le champ légal, puisque l'État est parti d'un diagnostic en disant ça fait 40 ans qu'on finance de la formation et on considère qu'à vouloir tout financer, on manque de puissance et on finance mal. Donc il faut il faut assumer de faire un choix, d'arrêter de financer certaines choses pour prioriser et surfinancer certains dispositifs. Et comme, je vais le dire encore autrement, et je parle que de la contribution légale, je ne parle pas des contributions conventionnelles, évidemment, où les branches font leur propre choix sur ce qu'elles financent et comment elles accompagnent les entreprises du secteur. Mais sur le légal, l'État dit ce n'est pas forcément à l'impôt d'accompagner un investissement privé qui va profiter à l'entreprise ou à l'individu. C'est à l'État d'accompagner un investissement qui permet aux gens d'arriver à une qualification, à l'emploi, à conserver leur employabilité, mais principalement quand même à accéder à l'emploi. D'où la priorité sur tous les outils d'aide à l'embauche, ce qui, pour ceux d'entre vous qui gèrent des flux, c'est-à-dire qui ont un peu de turnover, un peu d'entrée et de sortie, qui ont, etc., c'est plutôt de la bonne nouvelle parce qu'on va fluidifier et accompagner ces mouvements-là. Quand on a un effectif salarié beaucoup plus stable, avec peu d'entrées, peu de sorties, qu'on a une structure finalement qui a trouvé son équilibre et qui arrive à fonctionner, on considère peut-être un petit peu plus qu'avant que l'investissement en formation va relever soit du calcul individuel pour son parcours personnel, soit de l'investissement de l'entreprise parce qu'elle va y trouver intérêt dans le développement de ses compétences et dans le développement de ce qu'elle est capable de faire sur le marché. Mais que ce n'est pas forcément à l'État d'accompagner l'intégralité. Et la deuxième chose, vous le voyez ici, c'est que c'est quand même des économistes qui nous ont préparé cette réforme-là, en tout cas pas mal de gens qui étaient aux manettes, qui sont toujours, et ils sont partis de quelque chose qui est, si vous voulez, dans les chiffres incontestables, c'est que le taux de chômage est strictement proportionnel au niveau de qualification. Si vous prenez les gens dans ce pays qui ont un niveau de qualification 1 ou 2, leur taux de chômage, en moyenne, c'est 4%, c'est-à-dire le plein emploi. Donc on considère que c'est un chômage d'ajustement. Si je prends les gens qui n'ont aucune qualification, aucun diplôme, le taux de chômage est aux alentours de 15%. La moyenne étant à 9%. Et donc on n'a pas particulièrement, vous comprenez pourquoi, on n'a pas particulièrement à accompagner l'effort de ceux qui veulent se surqualifier pour y retrouver un intérêt personnel, qu'ils retrouveront d'ailleurs éventuellement en termes de niveau de salaire. Ça relève de leur investissement propre. On les aide avec le CPF, qui ne financera pas forcément toute la formation, mais c'est déjà un appui. Mais après, ça relève d'un choix individuel. Par contre, sur les premiers niveaux de qualification, il faut mettre une priorité. Alors, traduction très concrète de ça, sur le nouveau dispositif qui remplace la période de professionnalisation, qui est la professionnalisation en alternance, on dit seuls sont concernés les salariés qui ont un niveau, on est quand même allé jusqu'au niveau 3, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, soit pas de diplôme, soit un diplôme de niveau 5, 4 ou 3, donc jusqu'à Bac+2, et les autres n'ont pas accès au financement. Donc c'est la traduction stricte de ça. Et ensuite, on dit il y a quelque chose qui se vérifie alors dans toutes les régions, c'est que plus on est qualifié, plus la mobilité géographique est importante et moins la mobilité professionnelle est importante. Et moins on est qualifié, plus c'est l'inverse. Ce qui s'explique assez facilement. Hein. C'est-à-dire que si j'ai un niveau de qualification peu élevé, je risque d'avoir aussi un niveau de revenu peu élevé, du coup ma mobilité géographique est plus limitée, j'ai besoin de rester dans un contexte de solidarité sociale, amicale, familiale, qui font que sinon le coût de la vie est bien plus élevé, et du coup je change plus facilement de secteur ou d'activité que je ne change de région ou de territoire, voire de bassin d'emploi. C'est la raison pour la fin, c'est une des explications, pas la seule mais c'est peut-être la principale, qui explique pourquoi on essaie de passer de 20 OPCA aujourd'hui à une dizaine ou une douzaine d'OPCO demain. Parce qu'on va, pour la première fois, alors que jusque-là, toutes les branches professionnelles pouvaient librement choisir avec quel organisme elles travaillaient, et l'État ne mettait pas beaucoup de contrôle là-dessus, chacun choisissait avec quel OPCA il voulait travailler. Là, l'État dit non, il faut que dans un même OPCO, on trouve
les secteurs professionnels qui peuvent constituer des parcours possibles pour les individus, c'est-à-dire soit où on trouve des métiers identiques, soit des compétences utilisables de même nature, soit on arrive à gérer sur un même territoire les parcours professionnels. Donc on veut des ensembles plus vastes, d'où la réduction du nombre, et que les branches qui ont des proximités travaillent ensemble pour pouvoir gérer les parcours sur les territoires. Alors vous retrouverez ça aussi à plusieurs niveaux. Et puis, si jamais vous vous demandez, pour ceux qui travaillent un petit peu sur le champ de la formation et des ressources humaines depuis un moment, quand interviendra la prochaine réforme, après celle-ci. Il y a deux réponses à ça. Il y a une réforme qui est déjà incluse dans celle qui est en train de se mettre en place. Je m'explique. Nous avons une loi le 5 septembre. On va avoir donc toute une série de décrets d'ici la fin de l'année. On aura l'essentiel de la production sera connu avant Noël. Mais on nous annonce une ordonnance qui interviendra dans les 18 mois donc, de publication de la loi, donc avec une échéance en février 2020 ou plus tard, et une loi de ratification derrière. Pour faire quoi? Pour organiser le passage de la collecte des futurs OPCO, qui vont collecter pendant encore 2 ans, à l'URSSAF, à l'horizon 2021. Ça, la loi en prévoit le principe, mais pas les modalités. Donc il y aura une ordonnance pour fixer ça. Et on va donner un deuxième objectif à cette ordonnance, c'est de lisser, le travail n'a pas été fait parce que la réforme a été faite un peu vite, de lisser les dispositions du Code du travail qui sont devenues obsolètes du fait de ce qu'on a modifié, mais on n'a pas fait le tour de tout changer, de tout harmoniser dans le Code du travail. Donc on va le faire. On a quelques dispositions qui sont incohérentes. Par exemple, je pense à ce qu'on vous demande de faire avec vos représentants du personnel, pour ceux qui ont des comités d'entreprise ou des CSE déjà. Les dispositions relatives aux informations qu'il faut donner aux représentants du personnel sont totalement obsolètes au 1er janvier. C'est-à-dire que si vous basez sur les textes, vous continuez à travailler comme avant alors que tout l'environnement a changé. Donc ça n'a plus de sens. Donc simplement, on n'a pas encore retouché. Donc on va le faire. Et quand on fait une ordonnance et une loi de ratification, l'expérience des ordonnances Macron de septembre 2017 le montre, en général, on en profite pour retoucher ceux qu'on estime avoir mal fait ou pas fait complètement, ou on s'aperçoit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, etc. Autrement dit, on aura déjà un lissage de la réforme en cours à l'échéance de 2020, avec cette étape législative, ordonnance plus loi de ratification avant l'été 2020, pour la mise en œuvre 2021. Et puis, à plus long terme, on réforme si on pense qu'on n'a pas atteint les objectifs, et donc les objectifs du gouvernement, ils sont là-dessus. Le premier objectif, je vous l'ai dit, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que en 2022, quand on fera le bilan de est-ce que cette réforme était une bonne réforme ou une mauvaise réforme, la première chose qu'on regardera, c'est est-ce qu'on a réussi à faire qu'il y ait plus des 450 000 apprentis par an que l'on enregistre depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que tous les gouvernements ont annoncé qu'ils voulaient développer l'apprentissage, et de fait, l'apprentissage n'a pas bougé quantitativement depuis 10 ans. Il s'est même tassé sur les niveaux 5 et 4, et il s'est développé dans le supérieur. Alors comme ça s'est un peu compensé, on est à peu près sur le même chiffre. Et là, la première finalité, c'est de dire, on n'annonce pas de chiffre, on ne dit pas il en faudra 600 000 ou 800 000 ou 1 million, mais on dit il faut qu'il y ait une croissance de l'apprentissage. Je reviendrai d'ailleurs sur pourquoi on privilégie à ce point ce dispositif-là. Donc on crée toutes les conditions pour que, et c'est la première priorité, quand vous regarderez tout à l'heure la maquette financière, on a plus de, à peu près les 2 tiers des contributions des entreprises vont sur l'alternance. Donc c'est fléché sur l'alternance, très principalement. Deuxièmement, on souhaite développer la formation des moins qualifiés, que ce soit les salariés avec la professionnalisation en alternance, ou que ce soit les demandeurs d'emploi, avec le programme d'investissement en compétences, 1,5 milliard par an pris sur vos contributions, pour financer les demandeurs d'emploi. Et quand je dis favoriser une culture du développement de compétences, c'est faire en sorte qu'on ne raisonne plus à partir de la notion, si jamais c'était le cas, de besoin de formation. On ne se pose plus la question de savoir si les gens ont besoin de formation, mais qu'on se pose la question de savoir de quelles compétences ils ont besoin, et après on verra par quels moyens on développe les compétences, que ce soit la formation ou que ce soit autre chose. Donc l'objectif ici est de généraliser finalement
un objectif centré sur le résultat, la compétence des personnes, plutôt que sur le moyen, la formation. Et le dernier objectif, alors il est peut-être un peu plus indirect pour les entreprises, c'est ce que j'ai indiqué, c'est faire en sorte que les branches professionnelles qui ont des connexités, que ce soit des connexités économiques entre donneurs d'ordre et sous-traitants, que ce soit des connexités sociales, parce qu'on va se chercher les salariés les uns chez les autres, travaillent ensemble pour améliorer la fluidité du marché du travail et la gestion des parcours. Ça, c'est le troisième objectif. Et ça, on le retrouve essentiellement dans la manière dont on restructure les opérateurs de compétences.